Dans les années 1990, plusieurs disparitions ont été recensées dans l'état de Queensland, dont Natasha Ryan qui disparaîtra le 31 août 1998. Le 22 avril 1999, la jeune Keira Stehart, âgée de 9 ans, se promène à travers un terrain vague en sortant de l'école, comme tous les jours. Devant ce terrain vague, une maison surplombe le terrain. Lynette Kienard est à la fenêtre et regarde les jeunes enfants rentrer de l'école. Elle remarque un homme qu'elle avait déjà vu la veille en train d'errer dans les alentours. Cet homme regardait les jeunes enfants, dont Keira. Elle voit cet homme d'une cinquantaine d'années s'approcher de Keira et la frapper en plein visage. Lynette, voyant cette scène, est tétanisée, complètement tétanisée et n'arrive pas à bouger. La jeune Keira, après avoir été violentée, sera violée sous les yeux de Lynette, qui n'arrive pas à réaliser ce qui se passe et qui est tétanisée de peur. Lynette verra l'homme revenir avec une voiture qui est une Mazda rouge 626 et mettre la jeune fille dans le coffre de la voiture. Ce n'est que 20 minutes plus tard que Lynette réussit à retrouver ses esprits et appelle la police pour prévenir de ce qu'elle vient de voir. Mais il est déjà trop tard. 8 mois plus tôt, Natasha Ryan, âgée de 14 ans, disparaît alors que sa mère l'a déposée devant son école, North Rockhampton State High, à 8h du matin le 31 août 1998. Mais elle ne se rendra pas en cours ce jour-là. Sa disparition mystérieuse a été signalée tout de suite aux autorités et une enquête a été ouverte immédiatement. Une recherche intensive a été mise en place dans toute la région de Rockhampton. La même année que la disparition de Natasha Ryan, une autre femme de 39 ans disparaîtra alors qu'elle travaille dans un abattoir avec un de ses collègues qui s'appelle Lenny. Elle devait emménager avec ce Lenny dans un appartement. Elle disparaîtra en sortant d'une discothèque qui s'appelle Airport Liberty. Les enquêteurs en charge de l'affaire de Keira Stehart ont fait un portrait robot du kidnappeur et grâce à la voiture et à la plaque d'immatriculation, ils pourront arrêter un homme qui sera surnommé le violeur de Rockhampton, qui est en réalité un tueur en série. Cet homme n'est nul autre que Leonard John Fraser. L'homme qui a agressé physiquement et sexuellement la jeune Keira avait déjà un casier judiciaire bien chargé. Âgé de 15 ans, il a été envoyé dans une maison de correction de Gosford pendant 12 mois pour vol, mais sera libéré peu de temps après où il agressera un homme de chemin de fer et fera 2 ans de prison. Puis il aura de nouveau 12 mois d'emprisonnement pour conduite sans permis et vol de voiture. Puis continuera de faire des allers-retours en prison où il fera 5 ans à la prison de Long Bay. Le 11 juillet 1974, avant son dernier emprisonnement, Leonard John Fraser a violé une touriste dans les jardins botaniques de Sydney. Il s'est approché d'elle vers 10h du matin. Elle marchait seule pour prendre des photos des bananiers. Pour ce faire, elle laissa sa fille et son mari pour partir seule à la recherche des plus belles photos qu'elle pourrait faire. Il s'approche d'elle, lui passe un bras autour du cou, puis lui donne plusieurs coups de poing, l'assomme et la traîne dans les sous-bois où il la viole. Des passants s'approchent de la scène et Fraser s'enfuit avec le sac de sa victime, la laissant là à demi inconsciente. Cette jeune femme est traumatisée, elle aura subi des violences extrêmes, aura des fractures au visage et sur le corps et sera traumatisée pour toute sa vie. 6 jours plus tard, après avoir agressé la femme de 39 ans, il s'en prendra à une jeune femme de 20 ans. Le 17 juillet 1974, la deuxième victime de Fraser travaille dans un pressing. Lorsque Fraser rentre dans le pressing,
La jeune femme, elle, se dirige dans l'arrière-boutique pour aller chercher quelque chose. C'est alors que Fraser passe par-dessus le comptoir et l'agresse dans l'arrière-boutique. Mais heureusement pour cette jeune femme, un client entre dans les lieux et fait fuir Leonard. Mais le 20 juillet 1974, la victime de Ruthie Hill n'aura pas la même chance. Elle marchait le long d'une route où elle parlait avec un jeune homme de 23 ans. Ce jeune homme, sans surprise, qui est Leonard Fraser, met son mode opératoire en action. Il lui mettra plusieurs coups de poing dans le visage et l'immobilisera en lui mettant un bras dans le dos. La femme essaie de lui parler afin de ralentir ses ardeurs. Elle lui dira qu'elle accepte d'avoir une relation sexuelle avec lui, qu'il n'a pas besoin de l'agresser, à la seule condition que ça se passe chez lui. Malheureusement, la stratégie ne fonctionne pas. Il la violera sur place et une fois cet acte horrible réalisé, il prendra la main de sa victime et la traînera jusqu'à la route comme si ils étaient un couple. En marchant lentement donc vers cette route, elle voit une maison et cette jeune fille court à toute allure afin de rejoindre la maison la plus proche pour demander de l'aide. Tous les indices donnés par les différentes victimes permettra aux enquêteurs donc d'interpeller Fraser. Lors de son procès, Fraser avouera toutes les agressions sauf celle de la lingère. Il dira « Je n'aurais pas eu à la forcer, elle était sur le point de succomber ». Il dira aux policiers « Je ne sais pas ce qui m'a pris, je l'ai toujours regretté ». Devant le tribunal de Sydney, il plaidera coupable et écopera de 22 ans de prison avec 7 ans de non-libération conditionnelle. Il devait sortir en 1996 suite à cette condamnation, mais sortira en 1981. Je me demande pourquoi ils l'ont libéré aussitôt, sachant ce qui se passe, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, en 1998. Toutes les disparitions, etc. Je comprends pas pourquoi ils l'ont lâché. Et justement, alors qu'il venait juste de sortir de prison, il pénètre en fait dans une maison en pleine nuit. Et il a violé une femme chez elle et l'a laissé appeler son mari pendant qu'il l'a violée. Puis il prendra le téléphone, il dira à son mari « J'espère que tu ne vas pas le faire, me tuer. Je voulais juste te prouver qu'on pouvait entrer chez toi par effraction et violer ta miss. » Enfin bref, c'est juste incroyable. On revient à l'histoire de Natasha qui a disparu en 1998. Lors de sa disparition, il y a énormément d'organismes qui se sont mobilisés justement pour rechercher Natasha. Et il y a des avis de recherche qui seront édités, des descriptions physiques, et toutes ces habitudes seront données donc justement aux enquêteurs. Ses parents forcément sont anéantis par la disparition de leur fille et font tout ce qu'il est possible et imaginable pour retrouver leur cher enfant. Pendant les recherches de Natasha, d'autres disparitions ont eu lieu, dont celle de Beverly Doreen Lego qui a 36 ans. Elle a disparu le 1er mars 1997 alors qu'elle partait du centre commercial d'Est Street où elle s'était rendue pour retirer de l'argent. Il y a eu également Sylvia Maria Benetti, âgée de 19 ans, disparue le 17 avril 1999, qui, elle, a vécu un véritable enfer. Le 23 avril 1999, son corps est retrouvé dans un hôtel abandonné. Cet hôtel devait être détruit et donc avant la destruction, un ouvrier vérifie un peu les environs parce qu'il a vu un homme qui était rentré dans la chambre 13 avec une femme la veille. Donc avant de procéder justement à cette fameuse démolition, il vérifie que les personnes sont sorties de cette chambre. Lorsque cet homme est rentré dans la chambre numéro 13, la moquette et les murs étaient recouverts de sang. La police sera appelée, viendra en urgence et lorsqu'elle fait ses recherches, ses prélèvements, elle retrouvera des fragments d'os, donc sur le tapis, sous le lit, même dans le congélateur du rez-de-chaussée de l'hôtel. Et dans ce fameux congélateur, ils retrouveront les chaussures de la victime plongées dans l'eau et congelées. Sylvia est morte après avoir perdu 4 litres de sang. Donc c'est enfin le 7 mai 2000 que Leonard Fraser est arrêté donc pour le viol et le meurtre de la petite Keira qui a été, elle, agressée dans le terrain vague pour que vous vous rappeliez un peu de qui est Keira. Donc il passera devant la cour en septembre 2000 et le 9 novembre 2000, le juge Mackenzie condamne Leonard à la perpétuité avec un minimum de 15 ans avant de faire une demande de libération conditionnelle. Mais à ce moment-là, les autres victimes malheureusement n'ont pas eu réparation pour tous les actes horribles qu'il a commis.
Lors de cette incarcération, des enquêteurs sont toujours à la recherche de disparus et de victimes potentiellement de Fraser. Donc ils recherchent Natasha Ryan, Julie Turner, Bev Lego et Sylvia Benetti, toutes disparues à Rockhampton entre septembre 1998 et avril 1999. Donc le sergent Wayne Butcher prend le dossier des recherches en main, après avoir reçu des informations d'un certain Alan Quinn, qui était le codétenu de Leonard John Fraser. Donc bien qu'il soit déjà en prison, il a un nouveau procès pour le meurtre de la disparition des jeunes filles. Et lors des interrogatoires sur les nouvelles informations dans ce dossier, il plaidera coupable pour les viols et les meurtres des jeunes filles, même celui de Natasha. Mais le sergent Wayne Butcher, qui assiste donc au procès, trouve que les informations sur la façon dont Leonard Fraser a dit qu'il avait tué alors qu'elle était enceinte de lui semblaient bizarres. C'est pas logique vu son mode opératoire, donc ça attire un peu le sergent et il va pas en rester là. Les doutes du sergent seront confirmés suite à un appel anonyme. Donc il fera des recherches sur l'entourage de Fraser et tombe sur le dossier d'un certain Scott Black. Donc un dossier complet est fait donc contre ce Scott Black et une perquisition aura lieu donc dans sa maison pour trouver des indices sur la disparition de Natasha qui est à moins de 3 km de sa maison natale. Donc les enquêteurs arrivent, entrent dans la maison avec leur avis de perquisition et commencent à fouiller la maison. Et là, alors qu'ils sont en train de fouiller dans une chambre, ils trouvent une jeune femme dans un placard. Cette femme n'est nulle autre que Natasha Ryan. Elle est retrouvée en vie 5 ans après sa disparition. Les policiers sont super contents de cette découverte parce qu'il y a au moins une des victimes que Fraser avait dit tuer qui est toujours vivante. Mais comment ça se fait que cette victime, cette potentielle victime de Fraser, se retrouve chez ce Scott Black et est toujours en vie ? Justement, on va voir. Donc, les enquêteurs arrêtent Scott Black parce qu'on retrouve Natasha chez lui. Il est arrêté pour enlèvement et séquestration. Mais elle posera une bombe émotionnelle pour toute sa famille et les médias. Elle dira ne jamais avoir été enlevée ni séquestrée, qu'elle s'est simplement sauvée de chez elle, a fugué et s'est réfugiée chez Scott pendant 5 ans. Et elle dira que le mensonge était trop gros pour revenir et réapparaître du jour au lendemain comme ça. Leonard sera condamné pour les autres meurtres, mais pas celui de Natasha puisqu'elle est toujours en vie, et il mourra le 1er janvier 2007. Quant à Natasha, elle se mariera avec Scott Black après sa libération de la prison pour séquestration. Elle vendra sa photo de mariage plus de 200 000 $ au tabloïd. C'est ainsi que se termine cette histoire. Je vous remercie de l'avoir regardé jusque-là. N'hésitez pas à mettre Natasha en commentaire si jamais vous êtes encore là. Abonnez-vous, likez, partagez et surtout, prenez soin de vous.